Monde, solidarité, interculturalité, histoire, rencontre, altérité, construction, paix, enfance, inconnu, richesse, partage. Ce sont ces mots qui ont résonné pendant des mois lors de la construction du projet et de la préparation au départ. Dans un monde où le tourisme humanitaire est à la mode, il nous a paru important de bien différencier humanitaire et solidarité internationale. Comment fait-on pour s'engager? Dans quelle mesure est-on légitime d'aider une population dont on ne connaît pas la culture? Pourquoi partir loin quand il y a déjà chez nous des mains à tendre? Comment juger de la fiabilité de la structure d'accueil? Comment venir en aide sans créer de nouveaux besoins ni entraîner une dépendance? Et ensuite nous sommes partis à 9, au presque bout du monde. On avait décidé d'aller au bout, après de maintes remises en question, de multiples rencontres et de nombreux débats éthiques. On était 9, on avait abandonné l'idée de sauver le monde, on s'était dit qu'on suivrait notre instinct en faisant confiance à nos réflexions. En arrivant au Vietnam, nous avons découvert un lieu où la nature est partout. 70% de la population du pays vit d'ailleurs dans cette campagne animée. Un lieu où les habitants vivent au rythme de la nature. C'est ici, dans la province de Hue, la plus grande ville du centre du pays, que nous venions rencontrer les habitants de la Maison des Affections, appelée Hoa Sen en vietnamien. La maison accueille une quarantaine d'enfants en situation précaire. Quelques-uns sont orphelins, certains ont vécu des situations de maltraitance, pour d'autres encore, les parents ne pouvaient pas subvenir financièrement à leurs besoins. Soit ils ont été amenés par les grands-parents, soit c'est nous qui devions aller les chercher dans leur famille, comme le cas des 3 victimes de la violence familiale. On est venu directement chez eux et leur a demandé de nous laisser de s'occuper de leurs enfants. Et ils étaient tout de suite d'accord, les parents.
Voilà, ou par la présentation des autorités locales. Parce que quand ils arrivent, il faut toujours une demande de la part de la famille. Et puis sur cette demande, il devrait avoir aussi la certification des autorités locales. On voit des enfants, par exemple, je me rappelle de Tran la semaine dernière, qui fabriquait un bracelet pour sa maman. Et du coup, il y a des enfants qui ont encore des parents. Comment ça se passe? Est-ce qu'ils les voient encore ou... Alors, il y a des enfants qui ont perdu soit les deux parents, soit la mère ou le père. Et des enfants qui leur restent leur grand-père, des oncles. Il y a l'attachement qu'il y a ici au niveau des parents à être conservé. C'est-à-dire que lorsque arrivent les grands moments, une petite période pendant les fêtes d'été, les vacances d'été et les fêtes de fin d'année, où on demande aux personnes qui restent de la famille, grand-père, oncle ou un maman, une maman, de reprendre leurs enfants pendant 1, 2, 3 semaines. En général, au bout du 4e jour, ils reviennent tous. Pour eux, là, ici, c'est leur maison. C'est leur maison. Comme dans la province de Hue, là, de Trinh Huế, il y a beaucoup d'orphelinats déjà. Et quelques-uns, surtout ceux qui habitent dans le district, là, ils pensent que si ils envoient leurs petits-enfants ici, ils auraient l'occasion de les voir encore. Parce que déjà ils sont âgés et pour partir loin, aller loin pour les voir c'est difficile d'une part. Et d'autre part, ils n'ont pas de confiance. Comme ils nous connaissent déjà, ils ont la confiance en nous. Les cas où nous pouvons les aider sans qu'ils doivent venir à l'orphelinat, on propose toujours de les aider avant. Voilà, en laissant les enfants à la maison. Une joyeuse bande organisée autour d'un couple franco-vietnamien, Jean et Thuy. Ces deux-là se sont rencontrés lors d'une crue de la rivière des Parfums. Après une séparation de quelques années, ils se retrouvent et fondent la Maison des Affections. On s'est dit, là c'est le destin qui nous rapproche à nouveau. Donc notre liaison a changé. Et on a peu de temps après, nous décidons de nous marier. Et comme on a exactement les mêmes aspirations, on décide de s'occuper des enfants. Donc je retourne vivre avec elle ici à Hue, c'est sa terre natale. Retournons vivre ici. Et les premiers enfants vers lesquels on va se tourner, c'est les enfants sans panier. Ce sont des enfants... Alors, quand on dit sans panier, c'est pas en deux mots, c'est un seul mot. Le sampan étant un bateau sur lesquels les gens vivent depuis toujours. Une ancienne peuplade lacustre qui vivait dans une lagune qui se trouve à quelques kilomètres, 60 km au-dessus de Hue. Et ces gens, en 1802, lorsque la nouvelle capitale impériale s'est créée ici, ont remonté la lagune, sont redescendus par le fleuve, la rivière des Parfums, et se sont installés pour trouver une nouvelle manne, une nouvelle vie, dans le sens où ils allaient se mettre à pêcher pour toute cette nouvelle population capitale qui se crée. Au début, on vivait au premier étage de la ludothèque, parce que la ludothèque existait déjà pour... C'était construit plutôt pour servir, en saison d'inondation, un point on peut dire, de sauvetage des habitants locaux. Comme tous les ans, il y a des inondations ici et l'eau peut monter très haut. Et c'est là où les habitants tout autour pourraient venir pour se réfugier. Voilà, donc avec des enfants, on se trouvait tous là-bas.
et le nombre d'enfants augmentait comme ça. Au début, je pensais qu'on vivrait comme une famille. On vivrait. Maintenant, on vit toujours comme une famille, mais on est une famille nombreuse, quoi. Au début, c'était prévu pour 20 enfants seulement. Même pas 15 enfants avec le nourrice. Ça fait une vingtaine de places déjà avec nous. Et arrivé le nombre 10. Et on s'est dit qu'il fallait demander, la permission de l'État parce qu'on ne peut pas vivre avec tant d'enfants sans un statut précis, officiel. Et on a commencé aussi à faire les demandes pour fonder, comme on dit, comme il y a le titre, il y a le seul titre qu'on peut prendre, c'est le centre de protection sociale. Mais après, le nombre augmente et c'est pour ça qu'on a dû faire construire la deuxième maison où se trouvent les garçons maintenant. Là. Évidemment, il y a toujours des places limitées pour les enfants et c'est pas le fait des places limitées qu'on décide de renvoyer ou pas, ou récupérer ou pas les enfants. Je dis, s'il y a un besoin et si on doit leur tendre la main, on le fait. Bien comme nous, je pense depuis le début que si au cas où le nombre d'enfants augmente, dépasse le nombre, on peut dire de lits, voilà, qu'on a, donc on doit régler le problème en laissant les deux petits, par exemple, dormir ensemble et tout. Et tous les villageois nous connaissent. Et quand ils savent que nous, on s'occupe des enfants, donc ils ont parlé autour d'eux. Et ceux qui ont entendu parler de nous, évidemment, ont amené leurs petits enfants ou présenté à ceux qui en ont besoin. Voilà, c'est pour ça qu'ils sont venus tous ici. Voici l'histoire de Thuy, qui l'a amenée à devenir la femme influente et généreuse qu'elle est aujourd'hui. Ma famille était très, très, très pauvre. Il faut multiplier très par 1000 fois. Voilà, très, très pauvre. Et malgré la pauvreté, mes parents se sont endettés pour pouvoir nous envoyer à l'école, moi et mes sœurs. Tellement qu'à la fin de nos études, mes parents ont dû vendre la maison. Enfin, on n'avait pas de maison, on avait une cabane en chaume, mais on avait le terrain pour rembourser les dettes. Bien sûr, beaucoup qui m'ont dit, mais si vous faites tous des études, vous devenez tous des professeurs, et qui seront les ouvriers qui travaillent manuellement? Elle dit, mais non, même si vous êtes un ouvrier, j'ai dit souvent, tous les jours aux enfants, même si vous devrez travailler comme ouvrier, vous devrez être un ouvrier bien, bien qualifié. Voilà, qualifié. Là, c'est quoi? C'est les vacances scolaires. Il faut jouer, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut sortir, Mais le problème, c'est qu'après, à l'école, ils n'auront pas de bonnes notes. Et c'est seulement les notes qui sont importantes après dans leur diplôme, sur les diplômes, sur les certificats, etc. Et seulement c'est grâce à ça qu'ils pourront aller dans de bonnes écoles. C'est comme ça. Si on vit dans le système, il faut suivre. Comme ça. Ces enfants ont un lien très spécial, surtout avec mon épouse, parce que mon épouse déjà parle la même langue qu'ici. Quand je dis la même langue, ça veut dire elle parle pas le vietnamien, le dialecte, mais surtout parce qu'elle est issue d'un même milieu très très pauvre. Donc évidemment, elle comprend très bien quand les enfants parlent de certains problèmes qu'ils ont rencontrés étant petits ou autres. Et pour ces enfants, c'est une manne importante que l'apport de cette personne-là. Mon épouse, d'ailleurs, tous les enfants l'appellent maman. Moi, il m'appelle Bactei, qui veut dire le tonton occidental. Souvent, on dit derrière chaque grand homme, il y a une femme qui se cache. Là, c'est l'inverse. Derrière chaque grande femme, il y a un homme qui se cache. Donc, le travail de mon épouse, c'est celui de l'organisation, celui de l'écoute, de l'approche sociale et affective.
et elle est omniprésente. Mon rôle à moi, ça va être sur le terrain, c'est-à-dire que aider à faire tourner cette société de tourisme ainsi que ce homestay que l'on a créé, de manière à avoir des revenus qui nous permettent d'amener tous ces travaux. Et puis nous avons demandé à Thuy ce qu'elle ressentait pour tous ses enfants. Je les vois comme mes enfants, comme mon enfant, comme mes enfants. Et je leur donne tout ce qui est le mieux, le meilleur, tout ce qui est les meilleures choses que je peux leur apporter. J'ai eu aussi j'ai pas des échecs, mais les cas où les enfants ont abandonné leurs études. Et on peut dire 100%, même à 100 000%, qui sont tous revenus vers moi en disant qu'ils regrettaient. Il y a eu des fois où les enfants sont partis. C'est pas parce que je les renvoie, c'est parce qu'ils voulaient partir. Surtout le cas des ados. Beaucoup de mes amis, gens, ma famille, les nourrices et aussi les grandes m'ont dit que ça valait pas la peine de continuer à les aider. Mais je cherche toujours à continuer à les aider. Par exemple, de les persuader de retourner à l'école. On a d'abord passé quelques jours privilégiés à rencontrer les enfants, à faire connaissance, à comprendre le fonctionnement de la maison, ses rituels, ses habitants, et ses employés. One, two, just listen what you do with your hand. One, two. Au milieu de ces moments de joie, nous avons interrogé Jean et Thuy sur les avantages, mais aussi les inconvénients de la présence des bénévoles qui se succèdent. Nous nous sommes longuement questionnés sur les conséquences que les séparations répétées pourraient avoir sur certains enfants. Voici l'avis de Jean. Non, c'est justement quelque chose qu'ils ont appris à gérer. Ils savent que les gens viennent pour un certain temps et ils savent aussi qu'ils repartiront. Ça leur permet à eux aussi de gérer justement cette partie au revoir, parce que ces enfants, surtout ceux de la maison des affections qui sont orphelins, ont vécu de grands au revoir avec leurs parents qu'ils ont perdus. Et l'air de rien, cette manière-là, une façon aussi de banaliser le départ. Et donc ils le vivent pas si mal. Sur l'instant, c'est vrai, ils s'attachent. Et la langue facile sur l'instant. Mais comme ils le savent, c'est la fin d'un état et le début d'un autre. Where do
Pourtant, malgré tous les encouragements que nous avions reçus en France, malgré les compliments de ceux qui nous avaient vu monter notre projet, malgré notre promesse de profiter de l'instant présent sans trop souvent réinterroger nos débats, nous nous sommes questionnés. Pourquoi autant de Français viennent-ils comme nous donner de l'argent récolté en France pour l'utiliser au Vietnam, un ancien pays colonisé ? Puis Thuy nous a expliqué ce qu'elle attendait de nous, les volontaires. Moi, ce que j'attends particulièrement chez les volontaires, c'est le fait de je ne sais pas comment vous dites, de venir vers les enfants. Comme vous savez déjà, moi je n'appelle pas l'orphelinat, je n'appelle pas non plus le centre de protection sociale, ça m'énerve sinon. Voilà, j'appelle la maison des affections, mes enfants ont besoin des affections, ça c'est sûr. Donc vous venez vers eux et vous montrez votre sympathie, votre affection envers eux. C'est ça qu'ils ont besoin et c'est ça qui est grave dans leur tête jusqu'à la fin de leur vie. Sûr. À la maison des affections, il y a souvent des bénévoles. La première semaine, lorsque nous sommes arrivés, nous étions en compagnie d'un autre groupe français, présent quant à eux pour un chantier bénévole, l'agrandissement du collège des enfants. Face à toutes ces interrogations, il nous fallait questionner Thuy. Pourquoi recevait-elle tous ces bénévoles ? Pourquoi ? Parce que les bénévoles en général, c'est eux qui ont demandé de venir. Voilà, d'une part. D'autre part, évidemment, je vois un intérêt, un avantage quand vous êtes là. Par exemple, le fait d'avoir des contacts tout le temps avec les étrangers, pour mes enfants, c'est très bien. Si vous faites une comparaison entre mes enfants et les autres enfants, vous voyez bien qu'il y a une différence. Mes enfants qui sont pas timides, qui avancent bien, qui arrivent à se faire comprendre, bien que leur anglais et leur français sont un peu, je dis pas nuls, mais pas bien, pas encore bons. Et donc ça c'est le premier avantage. Mais après, quand vous venez, évidemment, mes enfants, toujours mes enfants, qui doivent avoir une idée sur ce que les jeunes peuvent faire. Bien sûr, il y a beaucoup beaucoup d'anecdotes, beaucoup d'histoires derrière, mais au moins vous donnez à mes enfants une belle image sur ce que les jeunes peuvent faire et ça vous leur donnez plutôt envie de faire comme vous quand ils seront un peu plus grands ou de tendre la main quand il y a quelqu'un qui en a besoin. Voilà. Et est-ce qu'il y a des points négatifs à l'opposé à ce que des étudiants étrangers viennent dans la maison? Est-ce que des fois ça a pu poser des inconvénients plutôt? Pour l'instant, jusqu'à maintenant, pas encore. Il y a eu des risques. Mais les risques parce je pense qu'il y a une différence de culture.
Pour ma part et pour les enfants, c'est d'une grande richesse. Déjà parce que le bénévolat permet d'apporter une aide matérielle, mais surtout, ça permet aux enfants de pouvoir côtoyer autre chose. Les premiers volontaires qui sont venus et surtout les premiers étrangers que les enfants ont vus, ils en avaient peur. Pour eux, l'étranger, c'est étrange. Maintenant, c'est devenu quelque chose de normal. Ils les côtoient très facilement, ils s'y attachent très facilement. Ils se livrent aussi très facilement. Maintenant, ils ne comprendraient pas l'inverse. Ils ne comprendraient pas qu'il n'y ait plus personne qui vienne. Ils savent ce qu'ils doivent au volontariat ici. C'est-à-dire que, par exemple, les maisons dans lesquelles ils vivent ont été construites par des volontaires. Les écoles dans lesquelles ils vont ont été construites par des volontaires. Le fait de pouvoir apprendre, même si pour eux c'est difficile, une langue étrangère comme le français ou l'anglais, c'est grâce aux volontaires qui viennent. Ils en sont conscients. Ils en sont conscients et pour certains recherchent ce contact parce qu'ils savent que c'est une manne. Ça sera encore plus présent lorsqu'ils seront plus grands, ils s'en rendront compte encore davantage. Pour l'instant, c'est presque pour certains devenu tellement naturel, comme je vous dis, ça serait l'inverse, qu'on n'ait plus de volontaires qui les choquerait. My name is Trunks and my full name is White Trunks. I live in US as in Lotus House. I'm 15 years old and this year I will be the new member of the high school. I'm really proud that I part this high school. Thuong est une des adolescentes avec qui nous avons partagé beaucoup de temps. Voici ce qu'elle voulait nous dire de la présence des bénévoles. Many volunteers come here and help me to be confident, to stand and speak with foreigners. But when I stay at home, I am very shy and I don't want to talk to too much people. And now I can speak very well English. I think so. Okay. And it's very my pleasure. Now you've been talking in your sleep. Oh, things you never say to me. Oh, tell me that you have enough of our love, our love. Après la seconde guerre du Vietnam, donc contre les Américains, la population vietnamienne c'est 40 millions d'habitants. Nous sommes à 94 millions d'habitants. La population a plus que doublé. Ce qui veut dire que presque 70% de la population n'a jamais connu aucune des deux guerres. Il n'y a aucun ressentiment. Les Vietnamiens ne sont pas des gens qui traînent une rancune derrière eux très longtemps. Ils savent ce que les autres pays peuvent apporter. Il est très courant ici, parce que la ville de Hue, hélas, ne possède qu'une seule industrie, celle du tourisme, que des gens viennent nous voir et profitent de la manne des cours de français pour nous demander de les aider. La langue pour eux, c'est un sésame, que ce soit la langue française ou la langue anglaise, qui leur permettront de pouvoir atteindre un niveau professionnel plus important. Dans notre démarche, il nous a toujours tenu à cœur de ne jamais nous imposer, de respecter les coutumes et la culture vietnamienne, bien différentes de la nôtre. Au Vietnam, je dirais que les Vietnamiens, j'aurais tendance à les scinder en deux parties lorsqu'il concerne les étrangers ou les touristes. Il y a ceux qui ont l'habitude de travailler et de côtoyer les touristes. Ils ont un comportement et ils savent ce qu'ils attendent des touristes. Et après, vous avez les autres, comme les gens de la campagne, qui d'un seul coup vont se retrouver face à face avec un étranger égaré sur un petit chemin ou qui viennent passer quelques jours chez eux. Et là, c'est pas la même façon d'être. C'est pas la même façon d'être. C'est, pour ma part, je trouve beaucoup plus convivial. J'ai retrouvé ici au Vietnam, au niveau humain, de ce que j'ai connu en France, étant tout petit avec mes parents espagnols,
lorsque nous sommes arrivés en France, dans les années 50, 60, 70. Un rapport de voisinage, un rapport humain très fort, et qui s'est dissous avec le temps en France. Et je l'ai retrouvé ici, du même tonneau, qui a beaucoup d'échelles de valeurs qui sont différentes entre ce monde occidental que j'ai quitté et le monde asiatique. Il y a des choses qui me semblent importantes pour moi et qui ne le sont pas du tout ici. Et inversement. Il y a des choses qui, pour moi, sont, malgré que je les connaisse depuis 18 ans, et j'ai toujours du mal à l'avaler, c'est le code de la route. Ça, le code de la route est quelque chose d'exceptionnel ici, à vivre, très en couleur lorsqu'on vient en vacances, mais quand on y vit tout le temps, ça fait bizarre. Et puis surtout des choses qui sont spécifiques au peuple asiatique, vietnamien pas seulement, c'est que l'ironie ici n'existe pratiquement pas, et le zèle. Pour connaître les choses, il faut demander. Vous demandez pas, on ne vous dit rien. Vous demandez, par contre, toutes les portes s'ouvrent. Et il faut faire cette démarche. Et l'apprentissage de la langue a été une très bonne chose. Je veux dire qu'à partir du moment où j'ai commencé à parler le vietnamien, pour moi, le contact avec les gens, toutes les portes, les informations, tout ça a découlé. La famille nucléaire n'existe pas. La famille nucléaire, c'est le papa, la maman et l'enfant. Ici, on vit par génération. Il faut savoir que c'est toujours pareil, c'est une question de survie. Les gens se marient jeunes, se doivent d'avoir des enfants jeunes, car c'est ces enfants qui vont les prendre en charge. Des caisses de retraite ici, il n'y en a uniquement que pour les fonctionnaires, mais pas très élevées. Ça veut dire que la plus grande majorité de la population vietnamienne, arrivée à un certain âge, vont être soutenus par leurs enfants. On a ces rapports aux enfants, et surtout ce qu'on appelle la piété filiale, qui est entretenue par le culte des ancêtres, est très important. Dans une maison, il est courant de vivre à 3, 4 générations. C'est tout à fait normal. Il faut savoir aussi que le fils aîné va prendre en charge les parents, c'est son rôle, et que les filles vont quitter la maison et aller vivre avec leur mari dans la maison des beaux-parents. Ça joue un petit peu parce que les filles, pour les familles les plus pauvres, ça a fond perdu. Si on a un peu d'argent, on va tout miser sur le garçon, même si la fille est plus douée. Question de survie. Alors même si maintenant le pays est de plus en plus riche, c'est vrai, les conditions sont de plus en plus meilleures, mais c'est encore dans l'inconscient collectif, et on continue comme ça. Avant d'arriver au Vietnam, nous avions peur qu'il soit difficile de communiquer avec les enfants de la Maison des Affections qui ne parlent pas notre langue. Mets-le avec les gros bambous. Ah, ok. C'est quoi? C'est bon. Like Oui, c'est ce que j'ai dit. Yeah. So. Sur place, nous avons été agréablement surprises de constater combien il avait été facile de partager au-delà de la langue et de s'intégrer dans leur quotidien.
driving on the highway, heading to downtown. Put my radio on WFMU. Music carry me away, like it's sitting on the clouds. Fix my heart and the soul to make an easy ride. My life will keep going, my life will keep moving. Through the hard time, through the sad time, through the happy times. Your music carry me on, your voice keep me going. Through the springtime, through the summer and fall, through the winter snow, you keep me going. I'm waiting for the right train, standing at the rail station, listening to the radio, WFMU. I've been here so many times, I can go blindfolded. The music guides me the way to the place that I belong. My life will keep going, my life will keep moving. Through the hard time, through the sad time, through the happy times. Your music carry me on, your voice will keep me going. Through the springtime, through the summer and fall, through the winter snow, you keep me going. Dans 10 ans, mes enfants seront, enfin beaucoup qui ont déjà un métier. Évidemment, c'est eux qui vont s'occuper ensuite des autres, de ceux qui suivent. Mais j'espère bien qu'il n'y aura plus d'enfants qui ont besoin d'aide, l'enfant orphelin ou en difficulté qui doivent venir ici. C'est ce que j'espère sincèrement. Voilà. Dans 10 ans, s'il y a encore des enfants qui en ont besoin, c'est mes enfants qui vont s'en occuper. Je ne leur ai pas dit, mais c'est eux qui m'ont dit. Dans 10 ans, je serai médecin, je reviendrai ici, tu devrais avoir, voilà, Dr Tour, qui est parti de la maison des affections et maintenant qui arrive ici. Il faut bien apprendre à l'école comme elle. Et c'est moi, Tour, qui l'a dit. Hein. C'est moi, Tour, qui va apporter des sous pour s'occuper des enfants. J'ai aussi un enfant étudiant d'architecture à Saigon. Pareil. Voilà. In the future, I want to become a doctor and work at Hue in Hue City. Okay. The many children and the young people need the doctor to take care of them, and I think doctor is the more popular job for the people in the future, and I can earn the money and I think if I become a rich person, I can have many poor children and poor people like Miss Thủy. Maybe you want to come back to Hoa Sen to help the children? Yes, of course. Yes. I believe I can do this in the future. Qu'est-ce qui m'a apporté? Beaucoup, évidemment beaucoup. Surtout l'amour des autres. Les conditions pour réfléchir, pour méditer un peu. Voilà, sur ce que j'ai appris quand j'étais petite. Voilà, et surtout d'appliquer ce que mes parents et tout le monde m'ont appris aussi. Voilà, beaucoup. Il faut dire beaucoup, mais bon, il faut préciser, c'est pas beaucoup.
Beaucoup d'enfants d'abord. Voilà, et beaucoup d'affection, beaucoup de partage, beaucoup d'amis. Voilà, beaucoup. Même si certains aspects de la vie à la Maison des Affections sont restés flous, s'il y a bien une chose que nous avons comprise et retenue, c'est que la simplicité, la sincérité, la découverte et la curiosité n'ont rien à envier à la langue et que ce sont toutes ces choses qui permettent de surpasser la peur de l'inconnu, de l'étranger, de l'autre et de la différence. 一不小心，他们成了家，生了个崽子，一起挣扎。妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈。Nous avions donc abandonné l'idée de sauver le monde. À présent, nos différentes façons de penser évoluent toujours et de nombreux débats ne sont pas clos. Des interrogations essentielles pour construire un monde solidaire.从前的理想看来挺可怕，爱情能当饭吃会更伟大吗？为了能有个新鲜儿的明天儿，你再也听不懂你说的是啥。妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈。妈妈妈妈妈妈妈妈妈。